Bonsoir à toutes et à tous. Merci à l'association médicale de Nouvelle-Calédonie de nous donner la tribune ce soir. Donc effectivement, je vais commencer à parler de la filière de neurostimulation médulaire en Nouvelle-Calédonie sous la forme, on va dire, actuelle, puisque ça avait débuté avant avec d'autres équipes. Donc c'est un travail collectif qui est intéressant parce que ça fait participer plusieurs établissements de Nouvelle-Calédonie complémentaires. Donc moi-même je travaille au CHT. Philippe Rouvreau, qui est chirurgien ici ce soir, représente la clinique et aussi est bien actif là-dedans. Et puis le docteur Jean-Luc Isambert, qu'on a aperçu tout à l'heure et qui n'est pas là en ce moment, lui représente le CSSR et fait aussi partie de l'aventure. Voilà, donc l'intérêt c'est de montrer qu'à 3 établissements, on peut s'occuper d'une filière et rendre de bons services aux patients. Voilà. En introduction, donc moi je travaille au centre antidouleur du Medipôle depuis 2008 maintenant, donc je connais pas mal d'entre vous. Et je voudrais avoir un peu je vais vous poser une question, savoir pour vous qu'est-ce que ça représente le centre antidouleur, à quoi on sert et qu'est-ce qu'on y fait. Voilà, parce que pour avoir un peu votre retour. Bon, à part ceux avec qui je travaille habituellement, Vincent par exemple, on se voit régulièrement. Donc, si vous pouviez dire 2-3 mots sur, pour vous, qu'est-ce que ça représente et à quoi ça sert. Allez, jetez-vous, hein. Vous pouvez dire du mal même si vous voulez. Ça permet d'élargir nos prises en charge et d'avoir d'autres médecins rencontrés par nos patients rencontrent d'autres médecins et leur parlent sur différents aspects de la douleur. Donc une prise en charge pluridisciplinaire avec les infirmières douleurs, la psychologue, effectivement, ouais, une approche qu'on ne peut pas avoir en cabinet libéral, hein, où vous êtes tout seul, vous n'avez pas beaucoup de temps, et nous on a plus de temps, c'est vrai qu'on prend 1 heure quand on voit un patient une première fois. Et on a une évaluation pluriprofessionnelle avec psychologue pour les 2 tiers des patients. Et puis avec les infirmières douleurs qui ont des techniques effectivement non médicamenteuses. Il y a d'autres remarques? Eh ben ouais, hein, c'est ça le problème, hein, entre autres. Avant on était 4, et puis maintenant il n'y a plus que moi. Donc effectivement les délais, là on est à plus de 6 mois. Alors c'est pour ça aussi je vous conseille de bien libeller vos demandes, parce qu'il y a des coupes-fils, hein, il y a des gens, si c'est de la cancéro par exemple, on ne va pas faire attendre 6 mois, les enfants non plus, les gens à qui on peut rendre service rapidement sur des douleurs neuropathiques assez faciles à traiter pour nous, faut pas hésiter non plus à bien le dire, on va les voir plus vite et ils vont être soignés plus vite. Après, c'est vrai que les fibromyalgies, par exemple, ou les douleurs chroniques, des gens qui ont mal depuis 5 ou 10 ou 20 ans, on en voit, hein, et ben eux, on va les faire attendre 6 mois, hein, on peut pas faire autrement. Voilà. Donc ça, c'est vraiment pas... c'est parce que voilà, il y a un manque d'effectifs, on a tiré la sonnette d'alarme depuis longtemps, mais bon, la conjoncture, là, depuis 2 ans, c'est catastrophique pour tout le monde. Donc moi, j'ai arrêté de demander quoi que ce soit, hein, je continue tout seul et du mieux qu'on peut. Voilà, ce que je voulais vous dire, c'est qu'on peut faire des techniques très sophistiquées, très invasives, comme je vais vous présenter là. Et puis, on peut aussi faire des techniques très simples, comme des pansements de Qutenza, par exemple, ou des prescriptions sur des gens qui ont des douleurs neuropathiques, ou des blocs analgésiques aussi, hein. On fait beaucoup de blocs d'épaule, notamment pour les capsulites, les douleurs chroniques d'épaule. Voilà, on peut faire des actes qui sont pour nous assez faciles à faire, qui peuvent rendre service aux gens. Il n'y a pas besoin forcément d'une prise en charge complète, psychiatrique, etc. On peut vraiment rendre service rapidement à des patients pour certains types de douleurs mécaniques. On fait 50% de lombalgie, grosso modo. On doit avoir 30% de maladies rhumatologiques. 15% de douleurs neuropathiques, les douleurs post-chirurgicales aussi, on est assez efficace là-dessus. Et puis les céphalées, on les a laissés du coup à nos amis neurologues, et parfois quand ils ont besoin d'une prise en charge globale, ils nous les adressent. Voilà donc pour l'introduction, je vais rentrer dans le vif du sujet.
Alors, qu'est-ce que c'est que la neurostimulation médulaire? On voit qu'il y a une espèce de pacemaker là-bas. Il y a quelqu'un qui a jamais entendu parler de ça ou qui ne sait pas du tout à quoi ça correspond? Ou vous avez tous une petite notion? Qu'est-ce qui a pas du tout d'idée de ce que ça peut être? Non, tout le monde a une notion. Tout le monde connaît le travail du docteur Rouvreau. C'est sûr. Tu sais pas ce que c'est? Eh ben écoute, je vais te montrer. Alors, donc on va parler des principes de la neuromodulation, comment ça marche. On va vous parler du parcours des patients du parcours patient qu'on a mis en place. Et puis on va vous montrer nos premiers résultats. Si vous avez des questions sur la technique chirurgicale, on va demander à Philippe qui pourra vous répondre. Alors la nociception, comment ça marche? Ça, c'est pas que pour les patients, bien sûr, en neuromodulation. C'est quand on a la nociception, qu'est-ce que c'est? On a une stimulation nociceptive en périphérie qui va stimuler des récepteurs périphériques. Il y a un premier neurone, le neurone inférieur primaire, qui va envoyer le message dans un nerf périphérique qui va arriver à la corne postérieure de la moelle. Un deuxième neurone qui va être qui va partir de la corne postérieure de la moelle, qui va aller jusqu'au thalamus, dans le cerveau profond. Et un troisième neurone qui est thalamo-cortical, qui va se projeter sur les aires somesthésiques primaires et secondaires. Et là, une fois que le message arrive là, on va avoir la sensation de douleur. Donc ça, c'est quand on met un coup de marteau sur le pied. Le coup de marteau, il est ici. Et ça met quelques millisecondes, quelques centaines de millisecondes, et ça arrive au cerveau. Et là, on ressent la douleur. Voilà comment ça fonctionne. Alors, il n'y a pas très longtemps, on a découvert, donc Melzack et Wall ont découvert que en fait, il y avait une théorie qui permettait d'expliquer pourquoi quand on se cogne la tête, on se frotte la tête où on s'est cogné et pourquoi ça soulage. On a tous expérimenté ça. Donc c'est la théorie du gate control. Donc qu'est-ce que c'est le gate control? C'est on ferme la porte à la douleur et donc on ferme la porte des connexions de l'influx nerveux au niveau de la corne postérieure de la moelle pour que le message douloureux ne remonte plus ici et qu'on n'ait plus la sensation de douleur. C'est ça la théorie de la porte. En pratique, comment ça marche? Eh bien, il s'agit de... vous savez qu'à côté des nerfs périphériques qui donnent la sensation de douleur, vous avez des nerfs de gros calibre, myélinisés, sensitifs, qui vont donner des informations du toucher et de la sensibilité profonde, par exemple. Donc ces nerfs-là, ils sont symbolisés en vert sur le schéma. Et quand on fait un massage de la peau, par exemple quand on s'est cogné la tête, eh bien on va stimuler des récepteurs périphériques spécifiques du toucher et du massage qui vont dépolariser des neurones spécifiques de gros calibre, neurones A-bêta. Et puis le message va arriver dans la corne postérieure de la moelle et remonter dans les cordons postérieurs et croiser la ligne médiane au niveau du tronc cérébral et se projeter sur les aires somesthésiques primaires uniquement pour le coup. Et là, on va avoir la sensation du massage du toucher. D'accord? Donc ça, c'est la neurologie. Donc ce qui est intéressant, c'est de savoir que les deux systèmes communiquent entre eux et que quand on fait un massage, eh bien, lorsque l'influx nerveux circule dans les voies somesthésiques, eh bien, il va y avoir une petite collatérale qui va aller en direction de la corne postérieure de la moelle, en direction de la synapse entre le neurone inférieur primaire et le deuxième neurone spinothalamique, et qui va fermer la porte à la douleur en hyperpolarisant avec un interneurone inhibiteur. Il ne va plus y avoir en fait de transmission d'informations au niveau de la synapse entre le premier neurone et le deuxième neurone. Et puis bien sûr le message primaire du toucher du tact fin va monter dans les voies lemniscales et dans les faisceaux postérieurs de la moelle et donner la sensation du toucher. Mais ce qui est intéressant au niveau antalgie, c'est que ça va bloquer le message nociceptif qui vient du même territoire cutané. Donc quand on se cogne la tête, on va se masser la tête autour de là où on s'est cogné. Et si on se masse l'épaule, ça ne marchera pas. Il faut vraiment que ce soit loco-régional dans les mêmes champs récepteurs en fait, qui se recouvrent. Voilà, donc ça c'est la théorie de la porte, Melzack et Wall, 1965. Très intéressant. La stimulation médulaire est basée sur ce principe. Et donc en fait on fait une stimulation antidromique, c'est-à-dire que on va poser une électrode médulaire
au contact de la moelle épinière des cordons postérieurs de la moelle. Et on va aller stimuler les cordons qui sont des faisceaux ascendants, mais il va y avoir une stimulation antidromique, donc à l'envers, qui va descendre vers la moelle épinière pour aller fermer la porte à la douleur. Donc en fait, quand on met une électrode médulaire bien positionnée devant les faisceaux de Gol-et-Burdak ici, eh bien, on va aller stimuler les faisceaux de Gol-et-Burdak qui vont aller envoyer un message rétrograde qui va aller fermer en fait les gate control de la partie inférieure du corps. Voilà le système. Alors bien sûr, après on peut faire différents réglages, on peut faire d'autres signaux, mais le concept vraiment il est là et c'est comme ça que ça marche. Vous avez des questions là-dessus ou c'est bon? Alors après, où est-ce qu'on positionne l'électrode? Eh bien, ça dépend de l'endroit où on veut entraîner de l'analgésie. On a dit que c'était un principe loco-régional. Donc, eh bien, quand on veut s'occuper des lombocyatalgies comme nous on fait, on va mettre une électrode au niveau T9, T10. Hein. Et puis quand c'est des cervicalgies, nous, pour l'instant, on n'a pas encore fait d'électrode médulaire cervicale dans notre filière. Il faut être plus haut. Quand on veut s'occuper d'une épaule, il faut être plus haut, etc. Donc on positionne l'électrode en fonction de la zone d'analgésie qu'on veut couvrir, de l'étage en fait, métamérique. Alors on s'est basé bien sûr sur les recommandations HAS qui datent de 2014. Donc toute notre activité en fait elle est réglementée et on a suivi scrupuleusement en fait les recommandations pour les systèmes d'implantable de neurostimulation médulaire. Donc en pratique, c'est des patients qui arrivent en 3e ou 4e ligne de traitement. On est vraiment en échec de tout. C'est vraiment la dernière possibilité de soulager ces patients pour lesquels on va poser ces indications. Donc après échec des traitements pharmacologiques bien conduits, il y a des indications très précises par la HAS pour permettre de rembourser et de recommander ce type de stimulateur. Donc c'est un syndrome douloureux chronique radiculaire persistant depuis au moins 1 an en post-opératoire. Hein, donc en fait c'est ce qu'on appelle le failed back surgery syndrome, c'est les hernies discales opérées ou la chirurgie rachidienne avec des douleurs neuropathiques des membres inférieurs persistantes depuis plus d'1 an. Ça peut être aussi, il y a d'autres indications, donc un syndrome douloureux chronique tronculaire, soit du diabète, donc des diabètes très sévères en échappement de tous les traitements. Ça fait partie des indications, ou certains douleurs post-zona, ou alors des douleurs post-traumatiques chirurgicales, par exemple des lésions nerveuses post-chirurgicales qui entraînent des douleurs qui sont qu'on n'arrive pas à résoudre avec des médicaments, du TENS, des prises en charge globales. Ça peut être des indications. Et puis également les algodystrophies de type 1 ou de type 2 qui persistent depuis au moins 6 mois. Et pour l'instant, nous, on s'occupe aussi des algodystrophies, mais on n'a pas utilisé ce type de dispositif pour l'instant. On travaille beaucoup en fait sur des séquelles de hernie discale opérée avec des séquelles douloureuses. Alors il y a 3 phases pour la neuromodulation. Il y a une phase où on va implanter l'électrode. Donc on va poser l'électrode au contact des faisceaux, des cordons postérieurs de la moelle, comme je vous ai expliqué. Première phase, donc on peut faire soit par voie chirurgicale, donc là il y a une incision, on fait une mini laminectomie. Pour les détails, on pourra demander à Philippe si vous voulez. Et on glisse l'électrode sous contrôle de la vue au contact de la moelle. L'autre possibilité, c'est une technique utilisée beaucoup par les anesthésistes algologues. On va faire comme une péridurale, donc on va faire une mini-incision pour mettre le trocar de péridurale, et on va glisser une électrode. Donc l'électrode chirurgicale, on pourra faire circuler, si vous voulez, c'est ce type d'électrode qui va venir au contact de la moelle épinière. On peut faire circuler. Et puis les électrodes percutanées, utilisées beaucoup par les anesthésistes, ça ressemble à un cathéter de péridurale en fait, mais en métal. Et elles sont insérées de la même façon qu'on met une péridurale. Donc c'est moins invasif et puis on fait ça sous contrôle d'ampli de brillance en général, au bloc opératoire, sous anesthésie générale ou sédation, en fonction des équipes. Et pour l'instant, nous on fait la technique, ici on fait la technique chirurgicale. Donc implantation de l'électrode. Ensuite, il y a une période test où alors l'électrode va sortir en percutané.
Et puis il va être relié à un stimulateur externe temporaire qui ressemble à ceci. Voilà, donc on va brancher l'électrode sur le stimulateur temporaire, on va faire un petit pansement, et pendant 7 jours, le patient il va être en phase test. Donc en général, pendant ces 7 jours, on verra, ils sont au CSSR. Et donc on les fait marcher, on les fait bouger dans la vraie vie, et on voit en fait les scores de douleur avant et pendant la phase test, et on les observe pendant ce temps-là. Et ensuite on les on les revoit et on décide d'implanter le stimulateur, qui est en fait un pacemaker. Hein. Au départ, ils mettaient des pacemakers et puis après, on a développé des piles spéciales pour la stimulation médulaire. Donc voilà, le type de, je vais faire circuler le type de pile. Donc ça, c'est la phase où après, en fait, on récupère le bout qui sort à la peau, on le remet sous la peau, on fait une petite poche et puis on branche la pile, on l'enfouit, on ferme, terminé, il ne ressort plus rien. Et la stimulation continue. Voilà donc les 3 phases. Pour estimer. Alors, cette première phase, elle se fait à la clinique. On pose l'électrode à la clinique. On met les électrodes donc chirurgicales. C'est le docteur Rouvreau qui fait ça. En général, je suis avec lui. On fait ça ensemble. On vérifie bien le positionnement de l'étage qu'on veut cibler. Et puis la période test, elle se fait au CSSR. Et donc en fait, en général à J2, ils arrivent au CSSR. Donc là, ils sont accueillis et ils remplissent une feuille d'évaluation de la douleur avec le schéma des zones douloureuses. Donc en général, il y a les lombaires et puis une jambe, ou des fois les 2 jambes. Et puis une évaluation avec une EVA, on voit la douleur maximale, la douleur moyenne. Et puis on fait aussi un score HAD, un score d'anxiété dépression et un questionnaire concis des douleurs. Voilà. Et puis après, on les revoit 4 jours après. Donc en général, l'électrode elle est posée le mardi. Et nous, on fait la visite pré-implantation le lundi. Et là, donc il y a une évaluation avec le médecin rééducateur, le médecin algologue, en général j'y vais, enfin j'y vais toujours, l'infirmière douleur et la psychologue qui a vu le patient en amont déjà. Hein. Et on refait le même bilan en fait, et on compare. Et c'est les recommandations HAS, il faut qu'on ait au moins 50% de diminution de la douleur, donc de l'EVA. Et puis, je vais vous montrer les résultats après. Et puis, on regarde aussi l'ensemble des scores. Anxiété, dépression, le questionnaire concis des douleurs. Et puis le dessin aussi de la douleur. Et puis, on fait aussi l'indice de satisfaction du patient. Voilà, donc on a tout un tas d'éléments multidimensionnels en lien avec la douleur. Et on regarde l'ensemble des paramètres et tout ça baisse d'au moins 50%. Et donc on valide l'implantation avec l'accord du patient qui dit bah oui, moi c'est super, je veux qu'on me mette la pile ou voilà. On va voir, il y a un patient qui a pas voulu. Voilà comment on évalue. Et puis bien sûr après, donc le lundi soir, bah, ils repartent à la clinique et là on va poser la pile définitivement. Voilà. Donc voilà les différentes électrodes, là ça circule, vous pouvez voir. Donc ça c'est la chirurgicale 16 plots et ça c'est la percutanée. On n'a pas des 16 plots en percutanée, c'est 8. Hein. On n'a que des 8 plots. Donc on a moins de possibilités de courant. Hein. Avec 16 plots, on peut faire plein de différents réglages de courant. Donc c'est quand même plus efficace. Là ça nécessite vraiment d'être millimètres au bon endroit. Alors les équipes qui mettent les percutanés, ils font souvent ça avec le patient éveillé et donc en fait ils vont stimuler et donc ils vont regarder déjà à l'ampli de brillance l'étage où il faut le mettre et puis ils vont stimuler et ils vont entraîner des petites paresthésies et ils vont chercher à recouvrir en fait par les paresthésies que ressent le patient éveillé le territoire douloureux et le patient va dire ah oui là on stimule dans ma zone douloureuse donc on sait qu'on est au bon endroit et ça permet de bien cibler la zone. Donc vous voyez ici, donc ça c'est chirurgical, et puis là ça ressemble plus à une péridurale en fait, hein, la pose de la percutanée. Alors au cours de la phase test, donc on apprend aux patients, on fait les soins infirmiers pour, vous voyez, il peut y avoir des écoulements là, au niveau des pansements ou de là où sort le fil en percutanée. Donc on vérifie bien tout ça, le risque infectieux effectivement aussi, on fait bien attention.
Et on apprend aussi au patient à allumer son stimulateur, le stimulateur temporaire. Il va donner le même message en fait que le stimulateur, la petite pile qui sera implantée après définitivement. Et elle est télécommandée par une petite télécommande. Voilà, qui ressemble à ça. On n'a pas les derniers cris. Voilà, donc ça c'est la télécommande classique et on a des télécommandes un peu plus modernes pour les dernières générations de stimulateurs. Donc là en fait grosso modo le patient il fait on-off, il allume et il éteint la stimulation et il peut monter ou descendre son intensité. On ne lui donne pas la possibilité de modifier les programmes. Donc on lui apprend déjà à faire ça, ils apprennent très très vite. Quand ils stimulent trop fort, les paresthésies deviennent douloureuses, donc ils redescendent. Et puis il y a aussi, quand l'électrode est fraîche, en fait, en fonction de la position allongée ou debout, il va y avoir aussi pas mal de modifications, surtout à la phase de début. Donc là, on leur explique bien que quand ils s'allongent, l'électrode va se rapprocher de la moelle, donc la stimulation va être plus intense. Donc il faut avoir l'appareil à la main pour pouvoir baisser, pour pas que ça devienne d'un seul coup trop fort. Voilà, c'est les recommandations qu'on leur donne. Et puis voilà, au bout de 7 jours, eh ben, on évalue les échelles de douleur, l'efficacité de la stimulation, et puis après on décide de l'implantation. Alors ça c'est pour la partie chirurgicale. Donc on va mettre effectivement le petit boîtier de la petite pile de neurostimulation. On va la mettre généralement, nous on la met sous l'hypochondre gauche. Comme ça, ce qui est intéressant par rapport à la droite, c'est que s'il y a une chirurgie après hépatique ou biliaire qui doit avoir lieu, il n'y a pas de choses qui gênent. Donc en général, préférentiellement, on met sous l'hypochondre gauche. Il y a des équipes comme le professeur Rigouard à Poitiers, qui est un de nos correspondants et qui va m'apprendre à mettre les percutanés prochainement. Lui, il met plutôt le boîtier en haut de la fesse, voilà. Et qui était aussi d'ailleurs ton professeur, hein, Nicolas. Donc lui, il met plutôt en haut de la fesse. Bon, ça c'est vraiment des histoires d'école, on va dire. Voilà. À but, voilà. Au niveau esthétique, c'est caché sous le pantalon, ça se voit moins. Ou si on met un maillot de bain, c'est aussi dans le maillot. Bon, après, c'est vraiment une histoire d'école. Donc les deux positions les plus fréquentes, voilà, hypochondre gauche ou en haut de la fesse. Alors les neurostimulateurs, donc il y a deux types de neurostimulateurs. Vous avez les non rechargeables qui vont durer 5 ans, à peu près. C'est ceux-là, donc ils sont un peu plus gros, et donc on les met une fois, et après on n'en parle plus. Le patient il a juste à faire on-off et monter un petit peu l'intensité, et c'est terminé. Donc là c'est pour les patients qui n'aiment pas trop bidouiller, qui ne sont pas tout le temps sur leur smartphone, ils n'aiment pas trop l'électronique, voilà. On leur met ce type d'appareil. Donc ça c'est les premières générations, hein. Ça c'est la télécommande. Ça marche très bien, ils sont IRM compatibles, on peut faire des IRM avec ces appareils maintenant, et même avec les nouvelles électrodes. Et là, c'est les dernières générations de stimulateurs qui sont, ça ressemble, c'est pas tout à fait celle qui tourne, mais ça ressemble vraiment beaucoup. Et vous voyez que voilà, la télécommande patient, elle est un peu plus sympa aussi. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est rechargeable. Alors pourquoi c'est intéressant? Alors c'est un peu pénible pour les patients, parce que il faut recharger entre une fois par jour, on va dire 1 heure, dans les cas où on tire le plus sur la pile. Parfois, on a des patients, ils rechargent tous les 3 jours, ou même c'est pas une par semaine, une fois de temps en temps. Ça dépend vraiment du programme et de la façon dont on tire sur la pile en fonction du réglage du programme. On a des programmes modernes là qui permettent de soulager. Si vous regardez un petit peu la littérature, on voit que la neuromodulation telle que je vous la présente, elle est surtout pour les sciatalgies et elle n'est pas à but de soulager les lombalgies. Voilà. Bon, nous, dans notre collectif de 14 patients que je présente ce soir après, dans la plupart des cas, on a les lombalgies qui sont bien soulagées, on a de la chance. Mais habituellement, c'est vrai que c'est là où ça pêche un petit peu, c'est pour les lombalgies. Mais avec les nouveaux modes de stimulation haute fréquence et composite, en mettant plein de courants, variables différents, etc., on arrive maintenant à soulager pratiquement dans 100% des cas et les lombalgies et les sciatalgies. Mais le problème, c'est que c'est des programmes qui consomment beaucoup de courant. Et donc, il faut obligatoirement des rechargeables. Sinon, si on met celui-là, en moins d'1 an, il est mort et ça vaut quand même des sous. Donc, voilà. Alors que celui-là, rechargeable, il peut durer jusqu'à, je crois que c'est 9 ans ou peut-être même 10 ans.
si on le recharge régulièrement. Donc voilà pourquoi on met des rechargeables. Le double intérêt, c'est que il est plus petit, donc il prend moins de place en sous-cutané. Il est rechargeable, on a beaucoup plus de possibilités de réglage et de soulagement du patient, notamment les lombalgies. Et puis après, l'inconvénient, c'est qu'il faut le recharger. Donc ça va dépendre du programme, entre une demi-heure tous les jours, parfois chez certains patients, ou alors une demi-heure dans le meilleur des cas une fois par semaine. Ça dépend vraiment de l'ampérage qu'on met pour générer le courant antalgique. Ils sont IRM compatibles aussi, bien sûr. Des questions? Non? Est-ce que c'est IRM compatible et pour l'incinération? Ah bah non, faut les enlever, hein. C'est comme les pacemakers. Ah oui, oui. Il y a du lithium dedans dans les piles, j'imagine. C'est des piles au lithium. Ah ouais, non, il faut les enlever. Oui, tout à fait. Bonne question. Alors l'IRM, il y a un mode IRM, mais après nous on aime bien faire une télémétrie après pour vérifier que tout est bien. Donc effectivement, s'il y a un patient qui a un appareil comme ça, qui doit avoir une IRM, il faut nous contacter avant. Comme ça, on fait l'IRM, on vérifie avec le patient qu'il le met sur le mode IRM, et après on fait une télémétrie pour vérifier que les paramètres n'ont pas changé. Il y a aussi des pompes, on ne parle pas des pompes ce soir, mais les pompes à morphine ou les pompes à baclofène, elles sont IRM compatibles, mais elles sont un peu sensibles quand même. Et là, surtout pour les pompes à baclofène, c'est dangereux parce qu'elle peut caler en fait. En fait, elle va caler, elle va détecter l'IRM, elle va caler, et après elle va repartir. Mais des fois, elle ne repart pas. Donc une pompe à baclofène intratécale qui ne repart pas, c'est un sevrage aigu en baclofène intratécal à un patient spastique. Et là, on peut générer une crise, donc c'est... Voilà. Mais bon, c'est pas l'objet de la présentation de ce soir. Donc voilà, soyez rassurés pour les patients avec les neurostimes IRM compatibles. Après, il faut juste nous appeler pour nous dire, bah voilà, il va avoir une IRM, et nous, on s'arrange pour faire la télémétrie derrière. Alors, le parcours, bon, bah, c'est des patients qui sont sélectionnés par le centre antidouleur. Donc, ils sont déjà vus bien en amont. Ils sont en échec de tout. Souvent on a mis du TENS qui marche ou qui marche pas. Avant on disait le TENS c'est bien parce que ça va préjuger. Si le TENS marche, la stimulation marchera. Si le TENS marche pas, ça sert à rien de mettre un stimulateur. C'est plus vrai. Là on a les deux cas de figure. On a des TENS qui marchent et puis bon, après, nous on n'a pas eu de neurostimulation qui marche pas, mais dans la littérature j'en ai pas vu beaucoup. Dans les équipes, toi ton expérience aussi à Poitiers. C'est super rare que tu aies du TENS qui marche, tu mets un stimulateur, ça marche pas. Par contre, on a des TENS qui marchent pas, on met le stimulateur, ça fonctionne très bien. Donc voilà. De toute façon, nous on met toujours du TENS, ceux qui travaillent avec nous, vous avez vu. En première intention, bien avant de mettre ça, on mettra du TENS bien sûr. Il y a une évaluation psychologique et psychiatrique auparavant qui est faite. Il voit le chirurgien avant, bien sûr, qui vérifie qu'il n'y a plus d'indication chirurgicale à poser pour ce patient. Il aura aussi un électromyogramme, une IRM médulaire, on voit où se termine le cône médulaire. On voit tout ce qu'il y a à voir aussi par rapport à l'abord chirurgical, qu'il n'y ait pas de surprise. On aime bien aussi proposer aux patients, enfin on propose toujours aux patients de rencontrer quelqu'un qui a déjà un stimulateur, vu qu'on a un petit collectif qui s'étoffe. Et ça permet aux gens d'expliquer, bah voilà, moi quand je passe dans le magasin, des fois ça sonne, ils se racontent leurs histoires. Moi je mets un maillot, mais je le mets plutôt comme ça, enfin voilà. Donc ça rassure aussi, ça permet aussi de se projeter dans la vraie vie. Il y a un délai de réflexion qui est au moins entre le moment où on voit le patient, on se dit tiens, ce serait bien qu'il ait un neurostimulateur, et le moment où il passe au bloc, il y a au moins 6 mois qui passent. Donc ils ont le temps de maturer. Des fois, le psychiatre il nous dit bah attendez, c'est trop tôt pour celui-là, il faut qu'on le revoie. Il faut vraiment l'accepter. C'est un corps étranger, ça c'est hyper important. Il faut vraiment l'accepter parce que sinon ça va mal se passer. Il y aura un rejet, il y aura une infection, ça marchera pas, il y aura des problèmes. Il faut vraiment que le patient il vienne et il faut pas qu'on lui dise ah il faut que tu aies un stimulateur, ah mais j'ai pas trop envie. Si tu vas voir c'est bien. Non. T'as pas trop envie, ok, ben on se revoit dans 6 mois, on en reparle, et puis après, ça chemine. Ça, c'est très important. Voilà, donc au CSSR, il est accueilli en général à J2.
Le but c'est de vérifier que tout se passe bien, qu'il n'y a pas de problème avec les pansements, que le mode de stimulation soit bien adapté, recouvre bien le champ de la douleur, que les paresthésies générées par le stimulateur ne soient pas douloureuses mais au contraire antalgiques. C'est toujours fait bien sûr avec l'ingénieur de chez Medtronic, donc Benoît, que j'ai pas cité au départ, mais qui est incontournable depuis la demande à la CAFAT d'ailleurs, jusqu'à tous les réglages. Donc chaque visite que je fais moi de neurostimulateur, il y a toujours Benoît qui est avec moi pour optimiser les réglages et il règle bien mieux que moi en tout cas, ça c'est sûr. Et puis voilà, avec les kinés aussi au CSSR, ils font des petits ateliers de marche, de monter des escaliers, de voir comment ça se passe dans la vraie vie pour valider que ça marche bien. Voilà, les résultats, on a bientôt fini. Donc on a eu, aujourd'hui on est à 15 patients, parce que aujourd'hui on est mardi, donc on a mis la pile à la 15e patiente. Donc là, bon, sur les résultats, vous avez 14 patients, depuis octobre 2018 jusqu'à avril 2021, 7 hommes et 7 femmes. Il y a un patient qui n'a pas eu l'implantation définitive, parce qu'au cours de la phase test, il n'était pas content, ça le gênait trop, les paresthésies, il ne voulait plus. On ne lui a pas mis. Et il y a un patient qui malheureusement a été bien soulagé, on a mis la pile, ça allait bien, et puis il y a eu un sepsis parce que voilà, en Calédonie il y a un contexte climatique un petit peu propice aux infections, hein, on le sait, on a plus d'infections nosocomiales en Calédonie dans quelque établissement que ce soit qu'en métropole. Et donc voilà, donc nous on a été aussi atteints par ça, et malheureusement malgré les antibiotiques on essaie de temporiser, mais il a fallu lui enlever. Il va très bien. Il a toujours sa douleur du coup, mais on s'en occupe autrement en fait. Délai moyen entre le début de la pathologie et l'implantation, 8 ans et demi quand même. Hein. C'est des douloureux chroniques qui sont vraiment en dernière ligne. Hein. On ne met pas ça au jeune qui a été opéré de sa hernie il y a 3 mois. Quoi, hein. La plupart, c'est bien sûr, c'est des lomboradiculalgies. Atteinte dans 11 cas sur 14 avec un EMG qui confirmait l'atteinte radiculaire. 13 patients opérés sur 14. Il y avait 7 patients qui étaient en AT ou en maladie professionnelle, donc la moitié du collectif en fait. Voilà, donc ça c'est intéressant. On a ici les EVA. Donc là, ici, on a les EVA moyennes. On est à 6,93, ça fait presque 7 avant. Et on passe à 1,69 quand ils arrivent au CSSR. C'est hallucinant, quoi. C'est des douloureux chroniques, ils ont mal depuis 8 ans. Hein. Ils sont en moyenne à 7 depuis 8 ans. Et des pics de douleur à 8,79, donc pas loin de 9. Et les pics, ils passent à 2. Donc ça, c'est assez fou. Ce qui est fou aussi, c'est de voir qu'à 1 mois, on est à 1,42 pour la moyenne et 3 pour les pics de douleur. Et à M6, on est à 2,7 pour la moyenne et 5 pour les pics. Alors comment on explique ça? C'est que c'est des patients qui sont souvent, ils ne sont pas que lomboradiculalgiques. Ils ont des douleurs d'arthrose d'épaule, ils ont des cervicalgies, ils ont des NCB et l'EVA, c'est multidimensionnel, hein, et c'est de la douleur globalement du patient. Il dit moi j'ai mal à 5 aujourd'hui parce que j'ai mes cervicales qui font mal. Bon, donc c'est sûr que le neurostimulateur médulaire dorsal ne va pas agir là-dessus. Donc on a des pics de douleur. Mais grosso modo, quand même, on est très significatif hein, entre avant et après, même au niveau de l'EVA. Et ça, c'est rare, on n'a pas beaucoup de médicaments qui font aussi bien que ça, franchement. Et donc, on est vraiment très efficace quand même. Il faut savoir que c'est les malades les plus complexes, en fait, que je vous présente là. Hein. Ça, c'est le score HAD. Donc, le score HAD, quand on regarde la courbe, on pourrait dire, ouais, pas terrible. Hein. HAD, c'est le score d'anxiété et de dépression. En fait, pourquoi c'est pas aussi bon que sur les EVA? Parce que c'est des patients, ça fait plus de 6 mois qu'on les suit au centre antidouleur. Et donc, regardez HAD, le score là de dépression, on est à 8, ce qui est à la limite de la significativité. Après, ça descend à 7, 3,3 à M1 et 6,6 à M6. Donc, ouais, c'est moins beau que l'EVA. Mais déjà, en fait, ce que je voulais vous dire, c'est qu'on était parti d'assez bas parce qu'il y avait eu toute la prise en charge psychologique qui avait été faite déjà avant. Donc le score HAD, normalement, le plus haut, c'est 24. Donc quand on les voit, quand ils arrivent la première fois au centre antidouleur, ils sont à 20 ou 15. Et là, déjà, on a travaillé depuis 6 mois dessus et donc ils sont bas
Donc après, l'électrode, elle leur permet d'aller un peu mieux, mais moins flagrant que le VA. Pareil pour l'anxiété. Là, on est à 12,2, ça passe à 8. Et après, à M6, on est à 11. Bon, c'est quand même pas mal. Mais c'est parce qu'en fait, on partait de chiffres relativement bas. Voilà. Alors, on a à 6 mois le bilan au niveau des médicaments. Donc, il y avait 3 patients sur 10 patients qui étaient sous Lyrica ou Cymbalta. Donc, on a 7 patients qui ont arrêté les antineuropathiques. Et il n'y en a que 3 qui l'ont gardé. Donc, ça, c'est pas mal quand même. Au niveau des antalgiques de palier 2, il y avait 10 patients qui avaient des antalgiques de palier 2. Il y en a plus que 4 à 6 mois. Et au niveau des paliers 3, il y avait 2 patients qui étaient sous palier 3. Il y en a un qui a été sevré et l'autre qui était sous durogésique, il était à 50, maintenant il est à 25. Donc on a aussi du progrès sur les médicaments, ça c'est intéressant. Hein. Et puis après, au niveau de la rééducation aussi, du fait qu'ils ont moins mal, on va restaurer leur fonction et aussi on peut restaurer, alors là je n'ai pas les chiffres pour le retour à l'emploi, mais on peut aussi restaurer le retour à l'emploi et notamment à la fonction. Et on a 5 patients sur les 14 qui vont faire un stage de rééducation fonctionnelle du rachis intensif au CSSR. Donc, alors qu'avant, ils ne pouvaient pas le faire à cause de la douleur. Donc ça, c'est bien. Et les complications, bien sûr, on en a. Donc on a eu 2 patients qui ont dû être repris pour repositionner la pile. Il y en avait une qui avait fait une rotation, qui avait flippé comme ça, qui avait fait un volvulus. Et donc il a fallu la repositionner. Et l'autre qui gênait, qui était trop sous les côtes, etc. Donc on l'a un peu rabaissé, quoi. Mais ça, c'est 3 fois rien. Et puis il y a eu l'infection de boîtier, là par contre, l'infection de l'électrode où il a fallu l'enlever. Donc ça, c'était notre patient de tout à l'heure dont on a parlé déjà. C'est les 2 seules complications qu'on ait eues. Avec tous des patients qui vont très bien. Donc en conclusion, c'est efficace à court et moyen terme, vous voyez, jusqu'à M6. Ça aide au sevrage médicamenteux, ça améliore l'estime de soi et les relations socio-professionnelles. Bien sûr, il faut les sélectionner, hein. C'est des patients qui sont très très sélectionnés avant. Il faut les suivre régulièrement, on les voit à M1, nous pour la douleur, à M3 et après à M6 et après tous les 6 mois. Et Philippe, lui, il fait le suivi, il rajoute les consultations post-chirurgicales, Philippe Rovreau. Et puis, voilà, surtout ce qui est intéressant, c'est que c'est une belle collaboration ville-hôpital ou public-privé en Nouvelle-Calédonie avec 3 établissements et on est tous contents de travailler ensemble. Voilà, merci beaucoup. Alors, voilà, donc ça c'est pour vous montrer les 3 établissements. Douleur NC, l'association des professionnels de santé autour de la douleur. Et je voulais aussi faire une petite annonce pour le premier forum calédonien de la douleur qui aura lieu en décembre 2021 à Lansvata et auquel j'espère que vous viendrez nombreux, mais vous aurez d'autres annonces pour ça. Voilà, merci de votre attention. Donc, je vous remercie pour l'invitation déjà. Moi du coup je suis là depuis 8 mois. Maintenant je fais essentiellement de la chirurgie rachidienne au CHT. On m'a demandé de présenter ce qu'on fait à l'hôpital mais aussi en ville et sur les pathologies rachidiennes, essentiellement le versant chirurgical. Donc tout d'abord on va parler un petit peu d'anatomie, l'imagerie, les types de pathologies et après nous ce qu'on peut apporter aux patients d'un point de vue chirurgical. Tout d'abord l'anatomie, comme vous savez, le rachis c'est un enchaînement de piles osseuses qui constituent les corps vertébraux. Et entre les corps vertébraux, il y a des amortisseurs qui sont des disques. Et un enchaînement de courbures, notamment une lordose lombaire, syphose thoracique et lordose cervicale. C'est ça qui a permis la marche et qui nous différencie notamment des singes. Et vous allez voir qu'en fonction du type de courbure et du type de dos, il y a des pathologies différentes qui vont exister chez les patients. Donc ensuite, en dessous de chaque vertèbre, il va y avoir des racines qui vont descendre et en fonction de la pathologie, il va y avoir des signes cliniques différents. Je vais vous les expliquer un petit peu plus loin. Donc tout d'abord, il y a Roussouli qui a décrit 4 types de dos. J'ai pas mis le type 3 parce qu'on considère que c'est le dos le plus commun et normal. Mais vous avez vu, entre le type 1, 2 et 3, il y a des courbures qui sont différentes
Par exemple, ici, on a une lordose lombaire qui est très très faible comparée au type 4. Et du coup, vous pouvez comprendre que par exemple, sur le type 4 qui est là-bas, il y a un risque de glissement au niveau lombaire qui est important, et ce qu'on appelle les spondylolisthésis, notamment les dégénératifs. Ensuite, par exemple, sur le type 2, qui est plutôt droit, rectiligne, vous pouvez comprendre qu'il y a une compression qui est importante au niveau des disques, notamment en bas, et ces patients vont être plus à même de développer des hernies discales. Donc même vous, en ville, en fonction du type de dos, vous allez comprendre pourquoi il y a des gens qui font plutôt des glissements vertébraux, d'autres des hernies discales, et d'autres qui vont avoir des articulaires postérieurs qui vont développer de l'arthrose. Donc des bases d'imagerie, donc bien sûr la première chose à faire c'est souvent des radiographies qui vont nous permettre d'avoir une stature rachidienne globale. La radiographie, l'avantage que ça, c'est que c'est quelque chose qui est en charge aussi. Donc du coup c'est vraiment l'aspect qu'on a dans la vie de tous les jours, alors que le scanner et l'IRM sont faits allongés, ce qui fausse notamment l'équilibre sagittal. Donc on va voir essentiellement les structures osseuses, on va pouvoir voir si les disques sont tassés, on va pouvoir voir s'il y a de l'arthrose, et c'est le bilan premier même pour les fractures. Ensuite, on va avoir le scanner, puis l'IRM. Le scanner est l'examen de première intention, puisqu'en plus c'est celui qui est disponible le plus rapidement, puisque actuellement pour les IRM, je pense que c'est pareil à la clinique, mais on a quasiment 5 à 6 mois d'attente, donc on doit négocier ceux en urgence. Les scanners, on les a rapidement, et ça va nous permettre de voir les structures osseuses. Et on va deviner parfois s'il y a des hernies discales ou des problèmes discaux, avec de l'air dans le disque ou un tassement, des géodes, une condensation sous-chondrale. Et on va vite aller à l'IRM pour voir les structures, qu'on dit les structures molles, donc les disques, les racines et le fourreau dural. Donc la radiographie, comme je vous ai dit, c'est quelque chose qui est en charge et qui va nous permettre d'avoir l'ensemble de l'équilibre et de voir les courbures. C'est l'examen de première intention. Notamment pour vous aussi sur les bilans de scoliose, on va faire ça. Et pour nous, le suivi post-opératoire, souvent la première consultation, on fait des radiographies avant d'aller au scanner ou à l'IRM. Le scanner, comme je vous l'ai dit, va permettre d'analyser essentiellement la trame osseuse. Il va nous permettre d'avoir un suivi post-opératoire pour le suivi des fractures, les greffes osseuses et aussi les greffes d'implants qu'on met notamment en cervical ou à lombaire. Et ensuite, vous verrez, pour les voies antérieures, on fait aussi des scanners pour voir les vaisseaux pour les arthrodèses antérieures. Donc ça fait partie du bilan préopératoire. L'IRM, lui, est non irradiant et on va faire plusieurs séquences, notamment la séquence T1 et T2. L'injecté, on le fait essentiellement sur les reprises pour voir la fibrose. On ne le fait pas tout le temps. Et vous avez vu qu'en fonction, on va voir essentiellement beaucoup mieux les disques et les racines qui sont comprimées, etc. Je vais vous montrer des exemples. Par exemple, une hernie discale vue au scanner versus une hernie discale vue à l'IRM. Pour nous, c'est important d'avoir l'IRM parce qu'on peut voir si elle est exclue ou non. On peut voir si elle rentre en contact avec quelle racine ou non. Donc, à mon sens, moi, après, ça dépend de chacun, mais je refuse d'opérer sans IRM parce que j'estime qu'on analyse beaucoup mieux les structures et on peut planifier notre geste plus facilement. Et là, c'est pareil, sur une vue axiale, en fait, on devine beaucoup mieux l'endroit où la racine est comprimée. Donc, je vais vous présenter un petit peu l'ensemble des pathologies rachidiennes. C'est une liste que j'estime être la mieux possible pour votre pratique quotidienne. Donc tout d'abord, la hernie discale lombaire, donc vous, j'imagine que vous en voyez énormément, c'est lié au fait que le disque est constitué de deux structures, une structure centrale qui est bien hydratée, une structure fibreuse qui constitue le pourtour, donc c'est l'annulus. Et en fait, la hernie discale, c'est quoi? C'est un bout de disque qui est au milieu et qui va s'éjecter dans le canal derrière. Donc elle peut être exclue ou non, et elle peut être médiane ou latérale, et en fonction, il va y avoir des signes différents. Donc les signes ils vont être liés à la compression des racines. Il peut y avoir des cruralgies si on est en regard de L3, L4, ou des sciatalgies si on est en L5, S1. Les signes ils peuvent être moteurs, sensitifs ou mixtes. Donc ça va être des paresthésies et aussi des troubles moteurs. Donc ça va être des troubles du quadriceps, releveur des pieds ou flexion de cheville. Pour nous, ça c'est essentiellement de l'urgence. On va aussi rechercher des troubles sphinctériens qui changent bien sûr la prise en charge, et on va s'orienter à une prise en charge en urgence en cas d'apparition de ces troubles.
Donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, pour moi, le bilan d'imagerie est basé sur l'IRM. Il faut savoir qu'en première intention, le traitement il est tout le temps médical. Pourquoi? Parce que il y a des études qui ont décrit que dans 90% des cas, la hernie se draine spontanément à une moyenne de 3 mois. Donc on essaie de tenir le plus longtemps possible, un minimum de 2 mois, c'est intéressant. Et moi j'essaye d'opérer à partir de 2 mois, voire 3 mois. Il faut savoir que si on attend trop, dans les études ils disent entre 6 et 8 mois, si on dépasse ce délai, eh bien, il y a des douleurs qui vont rester et qui resteront à vie. Donc à mon sens, il y a une fenêtre qui est entre le 2e, 3e et 6e 8 mois. Avant c'est trop tôt et après c'est trop tard. Je parle pour les douleurs. S'il y a un déficit, bien sûr, ça change la prise en charge. L'hernie discale cervicale, c'est le même principe au niveau cervical. Donc là, les signes cliniques, ça va être quoi? Ça va être des névralgies cervico-brachiales. Et parfois, si la hernie est centrale, on va avoir une myélopathie associée et un syndrome pyramidal. Donc il faut penser à toujours taper les réflexes, que ce soit en bas, en haut. Les patients peuvent avoir aussi des troubles de la marche, des troubles sphinctériens. Donc, et même si c'est une pathologie qui est localisée au cervical, on va avoir des troubles au niveau des membres inférieurs. Donc, ce que je vous l'ai dit, ils vont avoir des cervicalgies, des blocages, des raideurs et des déficits ou des douleurs dans le territoire localisé de la hernie. Toujours pareil, le bilan, c'est une IRM associée à une EMG pour objectiver une souffrance nerveuse. Toujours pareil, le traitement, il est médical en première intention et en cas d'échec, eh bien, on va aller vers la chirurgie de remplacement discal. Je vous le présenterai tout à l'heure. La discopathie lombaire, donc ça on dit que c'est la maladie du XXIe siècle, hein. Elle est liée à quoi? On dit qu'elle est génétique parce qu'en fait finalement on se rend compte qu'il y a des gens qui ont un travail de force et qui ne développent aucune discopathie et d'autres qui n'ont pas de travail de force et que finalement ils développent une discopathie. Donc finalement il y a une grande part génétique à ça. Et souvent dans la famille on vous dit que son père a eu mal pendant 10-15 ans ou qu'il y a eu une opération. Donc c'est bien de l'avoir à l'interrogatoire parce que ça va vous orienter. Donc souvent, comme je vous l'ai dit, c'est mécanique, posture, l'hypolordose lombaire. Donc ça va être les gens qui sont des routiers, taxis, des secrétaires, des gens qui sont assis souvent, qui font de la route. Et les symptômes, c'est quoi? C'est des blocages discaux, des douleurs qui peuvent être mécaniques, des douleurs qui sont inflammatoires, c'est-à-dire qu'ils vous disent que dans le lit, lorsqu'il se change de position, ça fait mal. Le conjoint vous dit qu'il ne dort pas la nuit, qu'il est obligé de se lever. Il y a des blocages discaux, notamment lorsqu'on a des voitures qui sont un peu basses ou qu'on se lève d'un siège. En consultation, les patients ne peuvent pas rester assis trop longtemps parce qu'on voit qu'ils mettent une main devant, qu'ils changent de position. Donc ça, c'est les signes cliniques pour la discopathie. Et ensuite, si jamais la discopathie est importante et qu'elle est tassée, il va y avoir un phénomène de compression des racines postérieures. Et là, on va avoir des paresthésies dans les membres inférieurs. Donc toujours pareil, la discopathie, souvent on a le scanner en première intention, mais il faut aller jusqu'à l'IRM. Le scanner, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir un tassement discal, on va voir de l'air dans le disque et souvent une condensation des plateaux. Mais c'est l'IRM qui va nous aider parce qu'en fait il y a une classification qui est une classification qu'on appelle classification modique qui va nous donner les signaux inflammatoires. Donc c'est modique 1, 2 et 3, c'est des termes un peu techniques. En fonction de l'œdème osseux, on va pouvoir dire, bah oui, c'est inflammatoire, on comprend pourquoi il est douloureux, etc. Donc moi, je me base beaucoup sur cette classification et sur cette IRM pour la prise en charge. Il y a une deuxième classification pour le disque lui-même. Là, on parlait du plateau vertébraux pour le modique, et là, c'est la classification Pfirman. Donc on voit, c'est de 1 à 5 en fonction de l'hydratation du disque et du tassement. Donc toujours pareil, il y a un bilan pour la discopathie, donc il y a la radio, vous allez l'avoir en premier, le scanner, mais il faut aller jusqu'à l'IRM. Le traitement, il est tout le temps médical, toujours pareil. Kinésithérapie, ça peut être kinésithérapie Mézières, Mackenzie. Il faut des choses avec des gainages, des assouplissements des muscles sous-pelviens, c'est très important. Maintenir une activité physique, surtout pas les laisser alité. Il faut vraiment qu'ils marchent, qu'ils fassent du sport, qu'ils s'étirent, c'est ça qui va les aider. Et ensuite, on ira au traitement chirurgical. Mais il faut vraiment qu'il y ait un échec de traitement médical parce qu'on va vraiment leur changer la vie. Et les chirurgies sont des chirurgies quand même importantes. Et il faut bien qu'ils en prennent conscience. Canal lombaire étroit, je pense aussi que c'est parmi les pathologies que vous voyez le plus. Et c'est lié à quoi? C'est un rétrécissement du canal médulaire. Par plusieurs choses. Ça peut être l'os, donc c'est l'arthrose, qui va entraîner une compression. Ça peut être du disque, une dégénérescence discale qui vient protruire à l'arrière et comprimer les racines.
Et ça peut être de la fibrose en cas de chirurgie précédente. Les symptômes, c'est quoi? Ça va être essentiellement une claudication. Les gens qui me disent, ben moi, quand je vais faire les courses, je suis obligé de m'arrêter ou je m'appuie sur le caddie pour pouvoir le faire. Ça, c'est très très bon pour différencier une claudication neurogène de vasculaire. Souvent, le signe du caddie, c'est vraiment ce qui va vous différencier les deux. Et pourquoi? Ben parce qu'en fait, lorsqu'on va se pencher vers l'avant, on va ouvrir derrière et ça va nous soulager les douleurs dans les jambes. Donc, ils vont vous dire que eux, quand ils s'arrêtent, hop, ils s'appuient sur une table et ben là, vraiment, ça va un peu mieux dans les jambes. Donc c'est important. La lombalgie est au second plan, mais parfois elle existe aussi. Et lorsqu'on fait une chirurgie, on voit bien qu'en fait, on pense améliorer que les jambes, mais on leur améliore aussi le dos. Il y a une classification pour ça aussi qui nous aide à la prise en charge, la classification de Chizas, donc elle est en plusieurs grades. On voit en fait, moi ce que je leur dis, on voit les petits yeux en fait dans le grade A avec du liquide céphalorachidien et les petits points noirs. Et au fur et à mesure de la sténose, eh bien, on la voit quasiment plus. Donc ça, c'est des petits exemples. Un Chizas A sur un niveau du dessus, un Chizas B au milieu, et un C. C et D, pardon. La prise en charge, toujours pareil. Elle va d'abord être médicale, avec une IRM. Ce qu'il faut éliminer, comme je dis tout à l'heure, il faut toujours faire des radios, c'est important parce que la radio, c'est quelque chose qui est dynamique, qui est en charge, et ça va démasquer parfois des glissements vertébraux, notamment des spondylolisthésis. Ensuite, le traitement, il est médical, donc on peut faire toujours pareil, de la kinésithérapie, des antalgiques et surtout des infiltrations, bien sûr, qui marchent bien en aigu pour soulager les patients. Une fois à l'échec du traitement médical, si la cause est juste une sténose simple sans instabilité, on va essayer de recalibrer et d'enlever la partie qui sténose. La myélopathie cervico-arthrosique, je vous en ai parlé un petit peu tout à l'heure, elle peut être liée à plusieurs choses. C'est un rétrécissement du canal cervical. Elle peut être liée au disque qui vient protruire et comprimer la moelle épinière. L'arthrose, c'est une cause qui est postérieure avec une compression postérieure du cou de la moelle. Les signes cliniques, c'est quoi? Toujours pareil, des cervicalgies, des paresthésies, déficit moteur, troubles de la marche. Et surtout, ce qu'il faut rechercher, c'est un syndrome pyramidal qui va être au premier plan. Donc, vous pouvez les taper les réflexes aux membres supérieurs, l'Hoffmann, et aux membres inférieurs, on va les retrouver aussi. Il faut leur dire qu'il y a des patients, on le trouve de plus en plus chez les sujets jeunes, et la prise en charge est difficile parce que en fait, ces sujets qui ont un canal cervical constitutionnel, eh ben, ils risquent de développer ce qu'on appelle des syndromes de Schneider en cas de traumatisme grave. C'est-à-dire que s'ils chutent, accident de VTT, kitesurf, qu'importe, on en a eu 2 là récemment, eh ben, en fait, il peut avoir une tétraplégie ou paraplégie secondaire. Donc le bilan, ça va être toujours pareil, un bilan d'imagerie dans un premier temps, des potentiels évoqués, traitement médical, mais peu efficace. Et en cas de compression, moi je leur mets toujours le deal dans les mains, c'est à eux de décider, mais je leur explique que c'est un risque d'aggravation, bien sûr, que plus on attend, moins il y a de chances de récupération, et surtout en cas de chute, en cas d'accident de voiture, de traumatisme, eh bien, ça peut être beaucoup plus grave, et après on court derrière. Le spondylolisthésis, ça veut dire quoi? Ça veut dire en fait, ça vient du grec, en fait, listhésis c'est glissement, et spondylo, c'est vertèbre. Donc c'est un déplacement d'une vertèbre par rapport à l'autre. Il y a 2 causes à ce glissement, chez les sujets jeunes ou chez les sujets âgés. Chez les sujets jeunes, essentiellement, c'est des lyses ismiques, c'est-à-dire en fonction du type de dos, on voit que les articulaires derrière vont taper sur celles du dessous, il va y avoir une fracture. Et il faut savoir que la lyse ismique, c'est quasiment 5% de la population chez les sujets jeunes. Donc nous, quand on fait des bilans de scoliose, on tombe dessus, ou les sujets qui ont souvent mal au dos, aux alentours de l'adolescence, et bien parfois on les traite par corset 3 mois pour leur soulager les dorsalgies, mais bien sûr que ce n'est pas tout le temps chirurgical. Donc c'est une fracture de fatigue ou une fracture des isthmes en postérieur. On le retrouve surtout chez les gymnastes, sportifs de haut niveau, haltérophiles, et même en Chine, ils disaient que les gymnastes, tant qu'ils n'avaient pas de lyse ismique, c'est qu'ils ne forçaient pas assez. Donc c'est assez intéressant de savoir ça. La deuxième cause, c'est une cause dégénérative. Pourquoi? Eh bien en fait, lorsque le disque va se tasser, le disque va perdre ses propriétés, et en fait les vertèbres progressivement vont glisser avec l'arthrose postérieure, et du coup c'est les deux causes différentes. Sujet jeune, lyse ismique, sujet âgé, dégénératif. Les symptômes, ça va être bien sûr des lombalgies, parce qu'on va être constamment en train d'essayer de se rééquilibrer, parce qu'on voit que la courbure rachidienne va être faussée.
Donc les gens vont souvent rétroverser le bassin, ils vont avoir mal au dos en fin de journée. Ils peuvent être radiculaires, avoir des douleurs dans les jambes, parce qu'on peut se rendre compte que lorsque la vertèbre va glisser, il y a les racines qui vont être entraînées et qui vont faire billot au niveau du foramen. Donc ils ont douleur dans les jambes, douleur dans le dos, et parfois ils sont asymptomatiques. Et surtout s'ils sont asymptomatiques, il ne faut rien faire. Il faut les surveiller, s'assurer que ça ne continue pas de glisser. Donc vous, en cas de découverte fortuite, s'il n'est pas douloureux, vous affolez pas bien sûr, vous laissez tranquille. Je vous montre les différentes causes. Dégénératif, lysismique. On voit qu'en fait sur la lyse, il y a une fracture ici, au milieu. Et ensuite, il y a plusieurs grades en fonction du glissement. Souvent, les lysismiques ont des grades beaucoup plus importants que les dégénératifs. Et ça, c'est compréhensible. À partir du moment où il y a une fracture et que c'est chez des sujets souvent jeunes, avec une pente qui n'est pas la même que sur les dégénératifs, et bien la vertèbre va avoir tendance à glisser vers l'avant. Le dégénératif, c'est quelque chose de chronique et on a rarement au-delà d'un stade 2. Pour le spondylolisthésis, bien sûr, la radio est très importante, comme je vous l'ai dit, parce que c'est en charge. Et du coup, c'est là où on va voir le glissement. Sur l'IRM, on peut le voir, mais il va être diminué. Donc le bilan, toujours, on commence par une radiographie, puis on va aller à l'IRM pour aller rechercher du coup une pathologie discale et une compression au niveau des racines. Le traitement, il va être médical, il va falloir faire de la rééducation afin de gainer et de soulager les vertèbres. Et ensuite, si on ira à la chirurgie, je vous en parlerai tout à l'heure. La scoliose, ça aussi vous allez en voir. La scoliose, qu'est-ce que c'est? C'est une rotation dans les 3 plans de l'espace des vertèbres. Il faut différencier la scoliose de l'attitude scoliotique, qui est une déformation seulement dans un plan, qui peut être liée notamment à une asymétrie de longueur des membres inférieurs. Donc la scoliose, rotation, c'est la pathologie de l'adolescent souvent. Il y a des origines qui sont multifactorielles, on n'a pas trouvé encore la cause, ça serait peut-être hormonal, mais bien sûr c'est génétique, toujours pareil. À l'interrogatoire, il faut demander si dans la famille il y avait des scolioses. C'est une pathologie de la croissance parce qu'en fait, à partir du moment où la vertèbre a commencé à tourner, et bien la croissance fait que la vertèbre va continuer à tourner. C'est pour ça que nous, lorsqu'on a diagnostiqué, ou vous, quand vous avez diagnostiqué une scoliose, il faut les suivre, et surtout lorsqu'ils vont commencer à grandir, parce que c'est là que tout va s'accélérer, et où c'est qu'on risque de passer d'un stade non chirurgical à un stade chirurgical. Ça débute à tout âge, là on parle de la scoliose idiopathique. Et comme je vous dis, il faut les encadrer au niveau du pic de la croissance. Donc pour ça, on fait quoi? Eh bien, on va regarder le stade RICER, donc c'est l'ossification au niveau du bassin. On va demander la date des dernières règles, on va les mesurer et les peser, ou si elles sont réglées ou pas. Pardon. Donc idiopathique, secondaire, donc ça c'est à nous de voir, mais si vous remarquez des taches café au lait, si dans la famille il y a des pathologies génétiques, ou nous en fonction de la courbure, on va voir si c'est une scoliose idiopathique ou une scoliose secondaire. Cliniquement, vous pouvez les faire se baisser, on va retrouver une gibbosité, on va retrouver une asymétrie des plis au niveau de la taille, une asymétrie au niveau des épaules, avec une épaule qui va être plus basse que d'autres. Vous, en cabinet, vous pouvez aussi tester les réflexes abdominaux-cutanés. Et c'est à peu près tout le bilan. Après, nous, on fait le reste. Donc c'est un bilan radiographique, donc souvent on va faire la face et le profil. La face va nous permettre de voir l'aspect de la scoliose, et le profil pour nous est intéressant pour voir si le dos est plutôt plat ou pas. On va voir aussi, comme je vous disais, le stade RICER, donc c'est au niveau du bassin, et la prise en charge va dépendre de ce stade, parce que par exemple, au-delà d'un RICER 3 sur 5, le corset ne va servir quasiment à rien, parce qu'on sait que la scoliose ne va presque plus évoluer. Les consultations vont être plus ou moins rapprochées en fonction de l'âge de la patiente, parce que c'est souvent des jeunes filles, et en fonction de cette croissance. Et ensuite, le traitement, ça peut être d'une simple surveillance. On considère, ça dépend, mais en dessous de 20 degrés, on va les surveiller. La rééducation, moi ce que je leur dis, c'est que lorsqu'il y a un port de corset, par exemple, si elles font 1 heure de sport, elles ont le droit à enlever 1 heure supplémentaire le corset. Ça va les pousser à faire du sport et à essayer, pareil, de contenir cette déformation par les muscles. Donc le traitement, il peut être aussi rééducation, corset, et en cas d'échec ou en cas d'échappement, on va aller à la chirurgie de correction. C'est très difficile de proposer des chirurgies parce que souvent les patientes ne sont pas douloureuses en fait. C'est vous qui les diagnostiquez sur un suivi, ou quand vous les examinez, vous nous les adressez. Et lorsqu'on propose des chirurgies chez des gens qui ne sont pas malades ou n'ont pas mal au dos, c'est assez difficile. Mais on le fait parce qu'on sait que par contre à l'âge adulte ça dégénère et la prise en charge n'est pas du tout la même.
La scoliose de l'adulte, donc il y a plusieurs choses. C'est soit une scoliose idiopathique de l'adolescent qui est passée inaperçue, soit une scoliose dégénérative liée aux discopathies, au tassement des disques ou à l'arthrose. Donc souvent les gens ils sont douloureux, ils peuvent avoir des douleurs à type de sciatalgie, de cruralgie, et en cas d'atteinte thoracique, on va même avoir des troubles respiratoires. Donc souvent le bilan va être le même, bilan radiographique, face et profil toujours, et ensuite on va aller jusqu'à l'IRM pour voir l'état des disques. Donc le traitement, toujours pareil, médical dans un premier temps, rééducation, et si les patients restent douloureux, eh bien, on ira à la chirurgie. La traumatologie, les fractures vertébrales, donc ça il y a plusieurs choses, ça peut être juste une partie du corps vertébral qui est tassée, ça peut être les articulaires. Les conséquences, c'est quoi? En cas de tassement antérieur, eh bien, on va avoir une instabilité et une déformation de toute la colonne. Ce que je leur dis, c'est qu'en général, la colonne vertébrale, elle a été d'une certaine manière pendant 10, 20, 30, 40 ans, et en 5 minutes, sur un traumatisme, elle va avoir un tassement, et toute la chaîne postérieure, tous les muscles vont devoir se rééquilibrer avec ce traumatisme. On ne se rend pas bien compte, mais rien que 10, 15 degrés dans une vertèbre, c'est énorme parce que toute la statique rachidienne va être modifiée. Donc, en fonction de la fracture, de la localisation, du tassement, eh bien, on va opérer ou pas. On va faire un traitement orthopédique ou un traitement chirurgical. Bien sûr, en cas de déficit, on ira de suite à la chirurgie pour aller essayer de décomprimer et stabiliser. Donc là, on voit par exemple, c'est une fracture tassement simple. Ici, une fracture séparation. Donc on peut comprendre que le traitement ne va pas être le même, puisque dans un cas, un tassement peut être soit orthopédique, soit chirurgical, en fonction du degré du tassement. Et lorsqu'il y a une séparation, eh bien, il va falloir la plupart du temps le stabiliser. Et ensuite, il y a une fracture avec un recul du mur postérieur. Et en cas d'atteinte neurologique, on ira réaliser une laminectomie supplémentaire. Donc là, je vous en remontre, parce que vous devez en voir, notamment des sujets ostéoporotiques. Et ensuite, on va avoir des tassements qui vont aller d'un tassement simple à une fracture complexe avec des luxations, notamment sur les gros AVP. Donc le bilan, ça va être un bilan radiographique dans un premier temps. On va aller au scanner assez vite, et l'IRM sera demandé en cas d'atteinte neurologique, pour voir s'il y a une compression, une atteinte médulaire. Donc le traitement, ce que je vous ai dit, il va être fonctionnel en cas de tassement minime ou atteinte du coin antérieur pur. Il va être orthopédique par un corset ou chirurgical. Donc le traitement orthopédique, en fonction de si l'atteinte est cervicale, thoracique ou lombaire, il va être différent. Et en fonction du type de fracture, il va être différent. Notamment, il y a à peu près 4 types de colliers cervicaux. Et ensuite, il y a des minerves cervico-thoraciques et il y a même des corsets thoraco-lombaires. Pour les tumeurs, donc souvent c'est des tumeurs essentiellement, enfin c'est des métastases osseuses dans la plupart des cas. Les cancers les plus ostéophiles, c'est le poumon, prostate, rein, sein, thyroïde. Et ça va aller de la simple douleur, ça va être aussi des découvertes fortuites sur des bilans d'extension. Et ça peut aller jusqu'à la compression médulaire et des troubles neurologiques. Donc en fonction des symptômes, en fonction de l'avancement du cancer, on va proposer un traitement ou pas, parce que bien sûr on nous contacte souvent chez des patients qui sont en dernière ligne ou en fin de vie, et à ce moment-là, moi j'estime qu'il ne faut pas les immobiliser avec quelque chose qui va leur gâcher la fin de vie. Et sinon on peut soit les immobiliser en cas d'atteinte multiple ou en cas de risque de tassement, et bien on va les stabiliser. On peut aussi faire des cimentoplasties à but antalgique. Donc les traitements chirurgicaux, donc je vais reprendre toutes les pathologies et je vais essayer de vous dire à peu près ce qu'on peut faire ici sur le territoire. Donc la chirurgie du rachis, dans un premier temps, on va d'abord faire un traitement tout le temps médical, bien conduit. Et ensuite, la chirurgie du rachis, elle est basée sur 4 principes. Décompression, réduction ou correction, arthrodèse et arthroplastie. Donc ça, une même pathologie peut être traitée de plusieurs façons. Par exemple, un spondylolisthésie, c'est-à-dire le glissement vertébral. Si le glissement est minime chez un sujet qui est âgé, qui se plaint essentiellement de douleurs dans les jambes, eh bien on ne va pas aller l'arthrodéser, on va juste le recalibrer afin de laisser respirer les racines et de le soulager. Chez un sujet jeune avec un glissement important, on peut aller faire à la fois une chirurgie antérieure et postérieure. Et si le glissement est minime, eh bien on peut l'opérer soit par devant, soit juste par derrière. Donc je vais vous montrer les différentes voies d'abord. Donc
Ici, moi, j'en pratique que deux actuellement. Donc, ça va être la voie antérieure. Donc, c'est des voies rétro-péritonéales. Donc, c'est-à-dire qu'on passe par le ventre pour aller sur le disque. L'avantage, c'est qu'il y a quand même moins de risques infectieux, surtout ici sur le territoire, et la surface de greffe est beaucoup plus importante. C'est-à-dire qu'on est devant, on est dessus, on peut retirer tout le disque et mettre un implant qui est plus important. Lorsqu'il faut par contre aller décomprimer, ou chez les sujets âgés, ou les sujets qui ont déjà été opérés du ventre, ou qui sont un peu costauds, eh bien on va passer essentiellement par derrière. Donc on fera une arthrodèse par derrière, ce qu'on appelle TLIF. Donc c'est soit ALIF, soit TLIF. Les voies latérales, on va s'en servir essentiellement pour la traumatologie ou les infections, où c'est qu'il va falloir aller gratter et aller greffer, en fonction du niveau. L'arthrodèse cervicale, qu'est-ce que c'est? Le but c'est quoi? C'est d'apporter, donc de souder définitivement les deux vertèbres. Pourquoi? Eh bien souvent, lorsqu'il y a un disque qui est touché, avec une hernie qui vient comprimer, on va retirer le disque. Et ensuite, si on laisse comme ça, qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir une instabilité, car le joint qui est entre les deux ne fonctionne plus. Donc une fois qu'on a décomprimé, on va aller venir mettre soit de la greffe osseuse, soit un implant, afin de fusionner les deux vertèbres. Donc pour ça, on passe au niveau du cou, ici, en avant du muscle sternocléidomastoïdien qu'on sent, et on se dirige et on arrive très très vite sur le rachis. Il faut faire attention parce qu'on a l'œsophage et la trachée et la carotide en externe. Donc ce que je vous dis, on va faire une dissectomie, on va enlever le disque qu'on va remplacer par un implant et ensuite on va stabiliser soit par des vis, soit par des agrafes en fonction de ce qu'on a comme matériel. Souvent, les gens, ils restent 1 ou 2 jours maximum. On peut mettre un drain ou pas si ça saigne. Et là, c'est pour vous montrer un petit peu un cas, notamment un cas de hernie cervicale avec un remplacement discal. La prothèse discale cervicale, donc ça va être exactement la même chose en termes de chirurgie. C'est un peu plus exigeant parce qu'il faut qu'elle soit parfaitement centrée, parce qu'une prothèse qui est mal centrée, du coup, va entraîner des contraintes latéralisées et ça va être un calvaire pour le patient et pour nous, du coup. Du coup, ça va être les patients qui n'ont pas d'arthrose postérieure, qui n'ont pas de risque d'avoir des douleurs, chez qui on va plutôt arthrodéser pour être tranquille. Et ça va être les sujets jeunes, notamment, où c'est qu'on va proposer ce type d'implant. Les suites sont les mêmes, mais on estime qu'en fait, lorsqu'on fait des radios post-opératoires flexion-extension, on arrive à avoir une bonne mobilité et à préserver les disques du dessus et du dessous. L'arthrodèse lombaire, par voie postérieure. L'arthrodèse, toujours pareil, c'est une fusion des vertèbres. L'objectif, ça va être de fusionner. Comme vous voyez au-dessus, par exemple, il y a une pathologie discale avec, dans certaines conditions, une compression des racines nerveuses. Donc nous, notre but, c'est qu'on va opérer par voie postérieure, on va décomprimer, et ensuite on va retirer le disque, et ensuite on va fusionner ces vertèbres avec un implant. Pour passer l'implant, on doit déstabiliser un petit peu, donc c'est pour ça que la plupart du temps on met des vis. Donc ça c'est pour les discopathies, les spondylolisthésis ou des fois les déformations de la colonne, notamment les scolioses chez l'adulte. On va être obligé de mettre des implants en bas pour s'assurer un été et éviter que les vis s'arrachent en postérieur. Donc plusieurs cas, on essaye de les lever le plus précocement possible et en général les gens ils restent entre 3 et 5 jours. Donc ce qu'il faut faire attention, c'est que dans l'arthrodèse, lorsqu'on va fusionner plusieurs disques, le risque c'est que les contraintes se répartissent sur les disques du dessus et du dessous et avoir une dégénérescence accélérée. L'arthrodèse lombaire, mais par voie antérieure cette fois-ci. Donc pareil, c'est une fusion des vertèbres. Mais ce coup-ci, donc on va passer par le ventre. Donc on va faire une incision. On essaie de faire des incisions comme des incisions de césarienne afin que ça soit caché et que ça se voit pas. Donc pour le disque L5, S1, on y arrive. Et ensuite, lorsqu'on remonte, eh bien, il faut faire des incisions verticales. Il y a certains centres qui arrivent à faire le tour du nombril même pour en L3, L4. Et donc on va se retrouver sur les muscles abdominaux. On va passer entre les muscles abdominaux et on va passer derrière le péritoine. On va refouler l'ensemble de l'intestin. On va se retrouver devant les vaisseaux et là souvent moi je vais me faire aider par un chirurgien vasculaire et il nous aide pour faire l'abord et pour être sûr qu'il n'y ait pas de souci. Et ensuite on va enlever le disque. Après ça va très vite, une fois qu'on est exposé on enlève le disque, on met l'implant. L'implant est vissé dans les corps et ensuite on attend que la fusion se fasse. Donc c'est une anesthésie générale, décubitus dorsal. On fait ce que je vous disais, la dissectomie, on va repousser
les viscères, les vaisseaux. Et ensuite, on vient mettre une cage qui peut être soit en titane, soit en pic, c'est de la céramique, qui va être remplie d'un os de banque ou de l'os du patient. Donc le premier levé, pareil, on essaie de les lever le plus tôt possible. On met des ceintures abdominales pour éviter les hernies abdominales, à peu près 3 semaines. Et ensuite, les sorties sont plus rapides, c'est à peu près entre le 2e et le 3e jour post-opératoire. Donc voilà ce que ça donne en fait par voie antérieure. Dans certains cas, notamment sur les spondylolisthésis importants, on peut être amené à réaliser une double voie. La voie antérieure plus la voie postérieure. Car en fait, la voie antérieure seule ne va pas suffire à tenir le montage. Si on aborde par le ventre, qu'on met une cage antérieure, la force ne sera pas suffisante et il risque d'y avoir un glissement important. Donc on vous fait par voie antérieure pour avoir une surface de greffe importante, d'enlever tout le disque et de mettre un gros implant qui est plus gros que celui de la voie postérieure. Et ensuite, on peut être amené à fixer en plus par voie postérieure. Donc voilà, c'est des cas un peu extrêmes hein, qui sont intéressants à voir. L'arthroplastie, ça, je vais vous montrer en fait, c'est juste pour vous dire, ici, donc sur la radio de droite, c'est l'ensemble des choses qu'on peut faire. Les prothèses discales, on n'en a pas ici sur le territoire, c'est assez débattu, donc on peut faire des voies antérieures ou des voies latérales. Tout en haut, c'est des voies latérales et tout en bas, c'est une voie antérieure. La laminectomie ou recalibrage, qu'est-ce que c'est? Donc c'est une chirurgie qui vise à enlever une partie osseuse et du ligament. Donc on fait ce geste essentiellement en traumatologie, lors de compression médulaire, mais aussi lors de canal lombaire étroit. Et parfois, si la hernie est un peu latérale ou est difficile à enlever, on peut être amené à faire un recalibrage pour la retirer. Donc ça se fait sous anesthésie générale, décubitus ventral. Et donc on peut soit recalibrer, c'est-à-dire enlever une petite partie latérale osseuse, soit faire une laminectomie centrale, où c'est qu'on enlève l'ensemble des épineuses et des lames. Il faut faire attention de ne pas déstabiliser et de ne pas toucher les articulaires, car sinon les vertèbres risquent de glisser les unes sur les autres. Donc là, dans ces cas-là, on ne pose pas de matériel. Et lorsque vous demandiez tout à l'heure comment on pose les électrodes, en fait, souvent je pense qu'on doit faire, enfin oui, il faut un petit recalibrage ou une laminectomie afin de passer sous la lame, sous l'épineuse et de glisser l'électrode au contact de la duromère. Donc la différence entre une laminectomie où on enlève tout et un recalibrage où on va juste enlever une partie. Pour la scoliose, donc la chirurgie de correction, donc la scoliose, comme je disais, c'est une déformation. Il va falloir corriger, donc il va falloir assouplir. Il va falloir planifier pour savoir sur quelle vertèbre on s'arrête. Et souvent, on fait un enregistrement per-opératoire. C'est-à-dire qu'on va enregistrer via... Nous, ici, on a le NIM Eclipse, donc on va mettre des électrodes au niveau du crâne, des mains et des pieds. Et lorsqu'on va faire les manœuvres de correction, on va s'assurer que le courant passe bien et qu'on ne va pas trop loin, parce qu'il peut y avoir des déficits neurologiques en cas de correction trop importante. On va essayer de lever les jeunes adolescentes le plus tôt possible, toujours pareil. On va mettre des drains et en général, il reste entre 5 et 7 jours. Donc voilà, un petit peu ce qu'on fait. Le but, c'est de faire une correction, mais aussi une fusion, bien sûr, hein, parce que sinon, ça va continuer de tourner. Donc, on va faire une arthrodèse postérieure. Et ensuite, pour la traumatologie et pour les fractures tumorales, on va faire ce qu'on appelle des syphoplasties, des cimentoplasties, et parfois on va rajouter une ostéosynthèse percutanée. Donc l'objectif, c'est lorsqu'il y a un tassement, on va expandre des ballons pour créer une cavité qu'on va remplir de ciment. Parfois, si le tassement est trop important et qu'on a un risque de tassement secondaire, eh bien en fait, on va rajouter des vis en essayant d'ouvrir le moins possible pour diminuer le risque infectieux. Donc la technique de cimentoplastie qui peut être réalisée par les radiologues ou par les chirurgiens, c'est une technique qui est faite en percutané avec un ou deux amplificateurs de brillance de face et profil. On va mettre des trocars dans lesquels on va mettre des ballons. Ces ballons vont être gonflés afin de réduire la fracture, de créer une cavité et ensuite on va injecter du ciment pour combler cette cavité. Parfois, comme je vous disais, lorsque la fracture est trop importante ou le tassement est important, on peut faire un mixte, soit faire une kyphoplastie plus un montage, soit on va faire un montage seul pour réexpandre et maintenir.
Donc en conclusion, je vous ai mis l'ensemble des choses qu'on peut faire. Donc il va y avoir des arthrodèses cervicales. La première, c'est de la traumatologie, où c'est qu'il va y avoir des corporectomies. Une arthrodèse cervicale antérieure, une prothèse cervicale antérieure, une arthrodèse postérieure, une arthrodèse par voie antérieure, kyphoplastie plus ostéosynthèse percutanée, scoliose et cimentoplastie. Je vous remercie.